Jean-Baptiste, alors la Russie à travers le prisme de l'OTAN, l'OTAN à travers le prisme de la Russie, Joe est-il toujours aussi performant aux yeux de Ludmila? Oui, merci cher Louis, de ton invitation. Je suis d'autant plus honoré de retrouver le général Yakovlev à cette table que je l'ai vu l'année dernière lorsque j'étais auditeur de l'IHEDN. On était à Bruxelles. Il nous avait reçus, il nous avait fait un bel exposé qui avait convaincu tout le monde. Et je me souvenais du chien le long de la clôture. Et je me souvenais de Lyudmila et Ivan. Et ça marche à chaque fois. Donc, beaucoup de plaisir. Alors, j'ignorais, à vrai dire, mon général, ce que vous alliez dire aujourd'hui, donc je n'ai pas pu faire une réaction précise. En revanche, j'ai préparé quelques remarques qui, je l'espère, seront complémentaires sur le thème des relations entre l'OTAN et la Russie, en 4 parties. D'abord, des éléments de contexte. Ensuite, la question du dialogue, quelle forme et quel contenu. La question de la menace, c'est-à-dire la réalité de la menace, et les difficultés. Vous en avez déjà soulevé de nombreuses. Avant de commencer, je dois préciser évidemment que je parle ici à mon nom propre et que mes propos n'engagent aucunement le ministère de la Défense. Premier point, donc, c'est la question du contexte. Le contexte sécuritaire de l'OTAN, c'est-à-dire le nôtre aussi, il a changé depuis quelques années. Durant les 15 dernières années, l'Alliance faisait essentiellement de la gestion de crise, et des crises qui étaient alors isolées et distinctes. Et depuis quelques années, ces crises se sont multipliées et elles sont désormais simultanées. Donc ça, c'est pas lié à l'OTAN, c'est pas lié à la Russie, c'est un phénomène qui est général, qui déborde largement l'Europe. C'est lié à plusieurs facteurs que j'avais développés l'année dernière avec Hubert Védrine, ici même dans cet amphithéâtre. La dispersion de la puissance, c'est-à-dire le repli de l'hégémon américain, l'émergence ou la réémergence d'autres puissances étatiques, la multiplication et la montée en puissance d'acteurs non étatiques, etc. Mais aussi le fait qu'il y ait désormais des liens entre certaines crises, l'affaiblissement des médiateurs traditionnels et un relatif effet de diversion qui explique que plus il y a de crises, en réalité, moins on peut les traiter, et donc plus il y a de risques qu'il y en ait davantage, etc. Il y a un effet d'entraînement. Donc ça, c'est le contexte général. Et à vrai dire, cette multiplicité et cette simultanéité des crises, ce sont les symptômes d'autre chose. Ce sont les symptômes d'un changement de monde, d'un tournant stratégique qui est comparable aux années 89-91, c'est-à-dire à la fin de la guerre froide. Donc c'est dans ce contexte particulier que s'est tenu en juillet dernier le sommet de l'OTAN à Varsovie. Un contexte qui pour l'OTAN était aussi multiple, puisque à l'époque, et c'est toujours le cas, il y avait la guerre en Syrie, la guerre en Ukraine, la lutte contre le terrorisme et le Brexit. Donc c'était les 4 facettes, enfin les 4 questions qui ont grandement façonné les discussions. L'Alliance doit désormais se défendre à 360 degrés, se défendre sur 2 flancs, contre des menaces qui sont différentes et qu'on retrouve dans le livre blanc français d'ailleurs, que le livre blanc avait bien formulé à travers les formules de menaces de la force et risques de la faiblesse. Alors à Varsovie, la priorité est restée la Russie, c'est-à-dire le renforcement du flanc Est par les États baltes et la Pologne. Et après s'être concentré sur des missions les années précédentes essentiellement hors zone, dont des missions de maintien de la paix, l'OTAN retrouve donc ces années-ci la défense territoriale et la dissuasion. Alors dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut qualifier les relations OTAN-Russie ? Ce sont des relations qui commençaient bien, avec un rapprochement au début des années 90, un rapprochement couronné par la signature à Paris en 97 d'un acte fondateur. En 2002, on a créé une institution, le Conseil OTAN-Russie, et puis la relation s'est progressivement dégradée. Il y a eu la guerre en Géorgie en 2008, il y a eu l'Ukraine en 2014, et à chaque fois, ça a été suivi d'une suspension de ces conseils OTAN-Russie, et dans le cas du dernier, pour 20 mois, donc une interruption qui a duré 20 mois, puisque le Conseil a repris depuis avril 2016, mais il est quand même intermittent. Et ce point de départ, ce contexte signifie au moins 2 choses. D'abord, pour la Russie, ça signifie que, contrairement à l'image qu'on en donne souvent, Vladimir Poutine n'est pas un si grand stratège parce que Vladimir Poutine a fini par créer exactement ce qu'il craignait, c'est-à-dire une OTAN qui se réarme et une OTAN qui est plus attractive pour son environnement immédiat, plus attractive en l'occurrence pour l'Ukraine, pour la Géorgie, pour la Finlande et pour la Suède, et ce n'est pas exactement ce que la Russie voulait voir, en tout cas je suppose. Deuxièmement, pour l'OTAN, le problème essentiel dans ce contexte, c'est de trouver le bon équilibre, évidemment, entre confrontation et coopération.
faire suffisamment pour rassurer les uns, dissuader les autres, et faire pas assez pour que ce soit perçu comme une provocation escalatoire. Donc c'est un petit peu un dilemme, un entre-deux, une position qui est difficile, voire peut-être impossible à trouver. On sera toujours critiqué. Cet équilibre, il semblait avoir été trouvé au sommet de Varsovie avec 2 volets, puisqu'au sommet de Varsovie, il y a eu deux volets essentiels qui ont été posés. D'une part, le volet posture ferme, c'est-à-dire ce qu'on appelait le paquet dissuasion et défense. Donc, la principale mesure, vous l'avez mentionné mon général, c'est la présence avancée renforcée, EFP, à l'est, au profit des Baltes et des Polonais. Alors le but de cette présence avancée renforcée, c'est non seulement de renforcer la sécurité, mais c'est aussi de montrer l'unité de l'alliance. C'est de montrer à l'agresseur potentiel qu'en face de lui, il n'a pas un pays, en face de lui, il a une alliance. Et nos alliés orientaux, eux, auraient préféré qu'on ait des bases permanentes pour mettre en œuvre une stratégie de la chèvre au piquet, puisque des bases permanentes, nos bases permanentes là-bas, auraient garanti notre réaction en cas de frappe, puisque nos troupes auraient été touchées. Alors évidemment, il n'y aura pas de base permanente, ce sont, comme on l'a dit, des troupes déployées de manière rotationnelle et pour une durée indéterminée, et ceci pour ne pas violer un engagement qui a été pris dans l'acte fondateur OTAN Russie, même si ce n'est pas un traité, donc le mot violer peut être, c'est-à-dire qu'il n'est pas contraignant, peut être critiqué. Et pour accompagner ce paquet dissuasion-défense, c'est-à-dire la posture ferme, quand même une ouverture, c'est-à-dire le volet dialogue, c'est le deuxième volet. Le volet dialogue qui est qualifié de périodique, ciblé et substantiel. Donc ça, c'est la main tendue qui vient compenser quelque part la posture ferme. Alors, ce dialogue est nécessaire, mais il faut faire attention à ce que ce dialogue ne vienne pas amoindrir la conditionnalité liée à notre relation avec la Russie. Autrement dit, ce n'est pas le dialogue en soi qui nous intéresse, on ne cherche pas le dialogue pour le dialogue, on cherche ce que le dialogue permet d'atteindre. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Il ne faut pas que ce soit considéré comme une concession ou comme une détente, comme un signe de faiblesse. Alors ce dialogue, deuxième point. Ce dialogue, quelle est sa forme ? D'abord, quelle est sa forme ? Sa forme est celle de 2 canaux qui sont complémentaires. Il y a un canal politique, c'est le Conseil OTAN-Russie, et puis il y a un canal militaire. En principe, cette communication militaire, elle doit avoir lieu au niveau du président du comité militaire ou du commandant suprême des forces alliées en Europe, mais en pratique, depuis 2014, jusqu'à récemment, on l'a mentionné, le chef d'état-major russe avait toujours refusé, c'est arrivé à 6 reprises, avait toujours refusé de prendre au téléphone le président du comité militaire. Alors il l'a fait le 3 mars, c'est un progrès, très bien. Ensuite, quel contenu donner à ce dialogue ? Parce que ce n'est pas tout de se parler, il faut savoir de quoi on parle. Là, vous me direz si vous êtes d'accord, mon général, c'est une première question. Il faut établir un ordre de priorité, et je crois que d'abord et avant tout, le contenu du dialogue russo-otanien doit traiter en premier lieu la crise ukrainienne. Il est important de maintenir cette crise ukrainienne en tête de liste, puisque la moindre relativisation de notre part, c'est-à-dire dès lors qu'on la mettrait en 2e, 3e ou 4e place, ça pourrait être perçu, interprété comme une reconnaissance tacite de l'annexion de la Crimée, et ça pourrait avoir un effet incitatif. Donc il faut poser des questions précises à la Russie, c'est en tout cas ce que demandent les Polonais, je crois que là-dessus ils ont raison, pas sur le reste, pas toujours en tout cas. Il faut demander à la Russie, par exemple, ce qu'elle fait spécifiquement pour résoudre le conflit dans l'est de l'Ukraine. Poser des questions précises comme ça. Qu'est-ce que vous faites exactement pour contraindre les militants pro-russes à respecter les accords de Minsk, par exemple ? Et puisqu'il est question de transparence, il faut demander à Moscou de parler de sa présence militaire. Sa présence militaire, c'est-à-dire sa présence en termes d'hommes et en termes d'armes sur le territoire ukrainien. Donc ça, ce serait une priorité. Ensuite, un autre élément de contenu pour ce dialogue, ce sont les activités militaires de part et d'autre. Et les activités qui sont de part et d'autre perçues comme étant dangereuses. En premier lieu, les exercices inopinés ou qui sont dans des zones sensibles, mer Noire, Baltique, Atlantique Nord, Arctique. Alors, on pourrait être un peu plus ambitieux et imaginer que dans ces briefings du Conseil OTAN-Russie, on parle aussi des exercices non seulement OTAN, mais aussi des exercices nationaux. C'est une autre idée dont on peut débattre. Puisque d'ailleurs, a priori, en 2017, il n'y aura pas d'exercice majeur OTAN, majeur dans le sens où le niveau de troupes engagées exigerait une notification. Et donc, il faut s'attendre à ce que la Russie demande que lui soient présentés des exercices nationaux majeurs, comme par exemple l'Anaconda 2016 polonais. Est-ce que les alliés orientaux sont prêts à le faire, par exemple ? Question.
Il ne faut pas non plus oublier l'exercice inopiné. Le problème des exercices inopinés, c'est que par définition, on ne peut pas en parler avant. On ne peut pas présenter avant, dans un conseil OTAN-Russie, un exercice inopiné puisqu'il est inopiné. Donc, est-ce qu'il faut en parler après, de manière post-facto, dans le conseil OTAN-Russie suivant? Et est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il faut aussi, par exemple, intégrer une présentation de la mise en place de la présence avancée renforcée? Est-ce qu'il faut en parler de la progression du déploiement? En échange de quoi, qu'est-ce qu'on peut demander à Moscou? On peut demander à Moscou de présenter sa posture en général, ses capacités qu'on appelle A2AD, c'est-à-dire de déni d'accès, ou encore le déploiement de son groupe aéronaval. On peut aussi exiger de Moscou davantage de transparence en mettant en avant le fait qu'après tout, les exercices de l'OTAN, eux, sont ouverts aux observateurs étrangers et à la presse. Troisième point, la menace. D'une manière générale pour l'Europe, on fait face à une menace qui est duale. Elle est à la fois territoriale et plus subtile ou plus virtuelle. Elle est territoriale, comme l'a montré l'annexion de la Crimée, les manœuvres d'intimidation nucléaire, les problèmes de déni d'accès par le déploiement de systèmes défensifs offensifs, notamment autour des pays baltes, et puis la démonstration d'une capacité de projection multiple, qui c'est vrai qu'elle est impressionnante, à la fois en Ukraine et en Syrie. Donc tout ça crédibilise la menace, en même temps qu'à l'objectif de décrédibiliser l'OTAN. En particulier, la question du déni d'accès est préoccupante, puisque le déni d'accès, ça consiste à déployer des bulles qui entravent, voire qui empêchent l'intervention des forces alliées pour protéger ou défendre un territoire attaqué. C'est préoccupant en ce qui concerne Kaliningrad, et c'est préoccupant aussi, mais de manière différente, on a un problème similaire en Asie vis-à-vis de la Chine. D'autre part, cette menace est aussi plus subtile dans les stratégies d'influence. Et contrairement aux Occidentaux qui ont une définition relativement étroite de la guerre et qui donc éprouvent quelques difficultés à répondre à des actions psychologiques qui ne relèvent pas stricto sensu de la guerre, les Russes pratiquent le continuum et érigent même l'ambiguïté en doctrine. Donc une question, c'est comment on répond à ce continuum, alors que nous, on a tendance à compartimenter. Les Occidentaux ont aussi une vision compartimentée du champ informationnel. On va distinguer par exemple la cybersécurité et on va réduire souvent les questions de cybersécurité ou de cyberdéfense à des risques de cyberattaques sur des infrastructures critiques, et on va distinguer ça des actions menées dans le domaine médiatique. Ce sont deux domaines différents chez nous, c'est compartimenté. Alors que les Russes ont une vision globale de ce qu'ils appellent depuis les années 50 l'environnement informationnel, et dans l'environnement informationnel, vous avez un continuum entre communication politique, désinformation, action cyber, déstabilisation d'élections, etc. Donc comment aussi on fait pour s'adapter face à ce continuum quand on compartimente? Alors c'est une menace qui existe. Il faut la prendre au sérieux parce qu'elle existe, mais c'est une menace qui est souvent exagérée par nos alliés orientaux. Et exagérée pour des raisons qui sont en partie sincères, liées à l'histoire, à la géographie évidemment, et en partie opportunistes. On l'a rappelé tout à l'heure, je suis assez d'accord, c'est-à-dire le but c'est aussi pour eux de gratter pour avoir le plus possible de moyens, et ça marche. Donc pour l'instant, les Russes sont dans l'intimidation. L'Ukraine, c'est un exemple. En grosso modo, ils violent l'Ukraine pour faire peur aux autres. L'étape suivante, ça pourrait être, je suis assez d'accord avec le général là-dessus, non pas une menace au sens strict, mais davantage une pression, c'est-à-dire une potentielle déstabilisation, mais sans doute pas davantage, pour atteindre la victoire sans combattre. Donc ça pose la question des Baltes et des scénarios. Alors quelle est la réalité de la menace sur les Baltes ? Il y a un récent rapport de la RAND, je ne sais pas si c'est celui auquel vous faisiez allusion, qui distingue 3 niveaux d'action possibles. Il y a la subversion non violente, ensuite on monte d'un cran, il y a l'action violente clandestine, et ensuite il y a la force conventionnelle, donc l'action violente qui n'est pas clandestine, qui est ouverte, assumée. Alors la subversion non violente, elle a besoin de s'appuyer sur des minorités russophones importante. Et donc, c'est surtout en Estonie et en Lettonie, où il y a ces minorités russophones importantes, qu'elle peut être puissante. Mais elle est en même temps rendue improbable par le fait que dans ces pays, ces russophones baltes, ils sont en général bien intégrés, et en général, ils ont un niveau de vie qui est supérieur à ce qu'ils auraient de l'autre côté de la frontière. Donc on peut supposer que Moscou aurait du mal à les manipuler. Par ailleurs, deuxième niveau, l'action violente clandestine, on pense qu'elle pourra faire quelques dégâts, mais pas trop. Pourquoi ? Parce que les forces de sécurité estoniennes et lettonnes, en fait, elles sont bien entraînées. Et elles ont d'ailleurs la consigne de tirer sur d'éventuels petits hommes verts. Vous vous souvenez de la Crimée. Donc Moscou se retrouverait rapidement dans un dilemme, soit assumer la défaite, soit escalader. Évidemment, s'ils escaladent, ils vont gagner, mais du coup, on sort des petits hommes verts et du clandestin.
Et donc, autrement dit, s'il tente le numéro 2, il y a le risque pour qu'il soit incité à aller au numéro 3, c'est-à-dire à monter. Et là, ça nous amène au troisième niveau, c'est l'invasion conventionnelle à grande échelle, et c'est la seule qui pourrait garantir un succès à Moscou. En vérité, on voit mal comment une déstabilisation plus subtile pourrait fonctionner. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer la sécurité des Baltes ? Davantage de communication stratégique, c'est-à-dire de soutien des chaînes de télévision russophones, pro-gouvernement balte, pour réduire les risques de subversion non violente. Je dois dire aussi, parenthèse, que toujours à l'IHEDN l'année dernière, on a été à Riga et on a visité Stratcom. Et j'ai été assez déçu de voir ce que c'était que la communication stratégique pour l'OTAN. Ça consiste essentiellement à interpréter, décrypter, déconstruire le discours des autres, donc les deux cibles principales étant la Russie et Daesh, mais à ne pas produire de discours alternatifs, puisque, j'en parlerai dans un instant, tout l'enjeu, c'est de contrer la propagande sans faire de la propagande. Et parfois, c'est compliqué et c'est plutôt handicapant. Alors, il faut aussi continuer à renforcer, évidemment, les forces de sécurité de ces pays baltes pour réduire le risque d'action clandestine. Et puis, il faut faire en sorte que les déploiements de l'OTAN dans la région ne provoquent pas la Russie. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ne pas les déployer dans des zones qui sont fortement russophones, par exemple. Enfin, un quatrième et dernier point, les difficultés. Alors, je crois, vous me direz si vous êtes d'accord, mais vous en avez déjà souligné quelques-unes, qu'en général, nous heurtons sur ce sujet à 4 types de difficultés. La première, en théorie des relations internationales, on appellerait constructiviste, vous l'avez très bien décrite avec la formule un trip narcissique de posture victimaire. C'est le fait que le moteur russe carbure au revanchisme, donc à l'humiliation, et donc qu'on ne peut pas déshumilier. Comment faire pour revenir sur 25 ans de perception ? Maintenant que c'est fait, c'est la difficulté qu'on a. Cette relation OTAN-Russie, on a beau dire que c'est un malentendu et qu'elle devrait se résoudre dans une psychothérapie collective, comment on fait ? Concrètement, on ne sait pas. On a une seule certitude, c'est que l'obsession des dirigeants russes, c'est la reconnaissance, une notion de reconnaissance qui d'ailleurs est assez théorisée en relations internationales, et ils ont l'obsession d'être traités sur un pied d'égalité avec les États-Unis. Donc il faut faire attention à ça. D'ailleurs, peut-être que, c'est une interprétation possible, si le SEMA russe a refusé de prendre au téléphone pendant au moins 6 fois de suite le président du comité militaire, c'est peut-être pas étranger au fait que ce président est tchèque. Et que peut-être qu'il aurait préféré le commandant suprême qui, lui, est américain. En tout cas, c'est une interprétation possible. Deuxième difficulté, c'est qu'on manque de connaissances réciproques. Donc il y a un travail d'évaluation qu'il faut faire. Si vous prenez les 2 volets de Varsovie, le volet dissuasion-défense ou le volet dialogue, ils partagent tous les deux une condition. Que ce soit pour dissuader la Russie ou pour dialoguer avec elle, il faut d'abord la comprendre. Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une incompréhension mutuelle, qu'il y a des misperceptions, qui donnent lieu aussi en théorie des relations internationales à beaucoup de commentaires en général. Donc, on a conscience qu'on a besoin de mieux connaître la Russie, mieux connaître sa mentalité, ses principes, ses motivations, etc. Et qu'on dépend d'une expertise pour ça qui est surtout extérieure à l'OTAN. Elle est universitaire, elle est dans les think tanks, elle est parfois dans les entreprises, etc. Donc certains appellent à renforcer l'expertise interne sur la Russie. Alors est-ce que là vous avez des propositions, mon général, et comment faire pour intégrer les sources classifiées et les sources ouvertes, et certains, par exemple, pensent qu'il faut nommer quelqu'un à l'OTAN qui serait responsable de cette compréhension russe quelque part. Est-ce qu'il faut faire un service spécial qui intégrerait Troisième difficulté, c'est comment contrer la propagande russe. Évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas accès, comme vous l'avez dit, à la population russe. Le problème aussi, je reviens là-dessus par rapport à mon étonnement à Riga, c'est que chez nous, c'est-à-dire dans les pays occidentaux, on a tendance à confondre contrer la propagande et faire de la propagande. Et du coup, les propositions de contre-propagande, elles vont susciter de la méfiance d'un certain nombre de partenaires sur le mode on s'indigne, on se drape dans des grands principes, nous, on ne fait pas ce genre de choses, c'est le camp d'en face qui fait de la propagande, nous, surtout pas, etc. Et au final, on finit par ne pas être efficace, audible, parce qu'on a peur d'être trop agressif. Et troisième difficulté, c'est que la propagande russe, elle est faite de messages simples, messages qui sont accessibles, qui passent bien à la télé ou sur Internet,
Alors que ce que vous avez décrit, notre contre-propagande qui reprend point par point des allégations sur le site internet, sur le mode un peu des corrections de la maîtresse, avec une série de réponses sur tel point, voilà pourquoi c'est faux, ça passe beaucoup moins et les gens ne vont pas se laisser, pour la population, s'intéresse moins à ce genre de réponses. Donc nos démocraties libérales, qui sont déjà fragilisées par l'ère post-vérité, par les faits alternatifs, elles sont limitées dans cette lutte qui est asymétrique. Voilà ce genre de petites fiches qu'on trouve à Bruxelles, effectivement, sur les présentoirs. On est limité dans cette lutte asymétrique par l'attachement à des valeurs et par l'attachement à une certaine image de nous-mêmes. Nous, on ne se réduit pas à faire comme ceux d'en face. Sauf que, voilà, le problème, c'est qu'en attendant, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre la propagande avec ce genre de principe? C'est une question que je vous pose. Et dernière faiblesse, dernière difficulté à mon avis, et ce sera ma conclusion, je crois qu'il ne faut pas négliger les faiblesses internes à l'Alliance. On n'en a pas parlé, mais il y a des faiblesses internes à l'Alliance. La première, ce sont les incertitudes sur la politique otanienne de Trump. C'est vrai que Mattis a rassuré quand il est venu. Malgré tout, on se souvient des doutes de Trump sur la pertinence de l'OTAN, sur l'automaticité de l'article 5, etc. Donc ça inquiète quand même. Surtout, et deuxièmement et surtout, il y a la question de la montée des nationalismes. Ça, c'est le plus préoccupant. Au sein de l'Alliance, il y a la dérive autoritaire de la Turquie. Vous l'avez évoqué, je pense qu'il faut qu'on en parle dans la période de questions. Parce qu'il y a non seulement en Turquie une dérive autoritaire à l'interne, mais il y a aussi un rapprochement avec la Russie à l'externe. Et donc ça pose question quand même pour l'Alliance. Il y a aussi des dérives illibérales qu'on appelle illibérales en Europe, Hongrie, Pologne, et aussi des mouvements souverainistes et nationalistes, y compris bien entendu chez nous, en France. Alors on en a très peu parlé à Varsovie, et pourtant ce sont des évolutions internes qui ont des réelles conséquences sur la crédibilité de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que pour deux raisons. S'ils arrivent au pouvoir, ces mouvements-là pourraient morceler l'Alliance, évidemment, puisqu'ils ont le discours suivant, c'est qu'ils ont un discours en général anti-OTAN, mais aussi parce que l'Alliance est censée être fondée sur le partage et la promotion de valeurs démocratiques. Et d'ailleurs, c'est ce que rappelle le préambule du communiqué de Varsovie, invoquant, je cite, les valeurs partagées dont la liberté individuelle, les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit. Alors, ces dérives illibérales et ces replis identitaires, du coup, ils font doublement le jeu des Russes. Ils font le jeu des Russes directement en partageant leurs valeurs et souvent en donnant du pouvoir à leur réseau politique. Et ils font le jeu des Russes indirectement en dénudant l'Alliance de son enveloppe démocratique et libérale. Et du coup, en faisant apparaître l'Alliance non plus comme une communauté de valeurs, mais comme une alliance qui serait seulement militaire. Et là, on confirme le narratif russe. On a une alliance qui est seulement militaire, donc qui est agressive, parce qu'elle ne respecte plus ses valeurs. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais à mon avis, c'est une faiblesse à laquelle il faut prendre garde, celle des faiblesses internes à l'Alliance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.